Bonsoir, merci de suivre ce live consacré ce soir aux 10 métiers qui recrutent et qui vont recruter dans le tourisme. Alors pour nous parler de ces 10 métiers attractifs et qui vont créer des emplois, nous recevons ce soir Marie Alantaz. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directrice de l'ESCADE, donc vous êtes vraiment au cœur des problématiques des métiers qui recrutent puisque vous formez des jeunes qui vont rentrer ou qui rentrent toutes les années, enfin tous les ans, sur le marché du travail. Alors peut-être qu'avant de parler de ces 10 métiers que nous avons définis, qui ont été définis comme des métiers porteurs, si on peut dire un mot sur l'ESCADE pour situer finalement qui vous êtes dans le domaine du tourisme. Oui, alors l'ESCADE, c'est une école de commerce appliquée au tourisme qui existe depuis 30 ans. Donc j'insiste bien sur école de commerce appliquée au tourisme parce que c'est vrai qu'on est sur des fonctions qui sont liées à la commercialisation, au marketing, à la promotion, à la mise en avant de produits touristiques, mais vraiment dédié à cette partie uniquement tourisme et voyage. On est très spécialisé là-dedans. Je pense que c'est ce qui fait notre force et nos résultats. C'est ce qui fait que ça fait 30 ans qu'on a 90% de nos étudiants qui sont insérés le jour du diplôme. Et on forme, nous, aujourd'hui, sur des formations qui sont post-Bac+2 et post-Bac+3, donc un bachelor et un MBA. En fait, vous ne faites pas le BTS Tourisme, qui est le diplôme de base déjà dans le domaine. Non, on arrive juste après le BTS Tourisme. Donc on a des profils de BTS Tourisme et des profils de tout horizon. Bon, on reviendra certainement sur les cursus que vous proposez. Pour parler des métiers qui recrutent, plusieurs questions qui ont été posées avant le live par les internautes s'inquiètent ou se posent la question finalement des métiers traditionnels et vous demandent, les métiers que l'on a connus, vont-ils subsister ou bien tout va-t-il se transformer finalement sur le web? Non, ils vont subsister, ils sont toujours d'actualité, par contre ils vont évoluer, on leur demande aujourd'hui, ils sont en train de muter. Voilà, tous ces métiers-là, notamment le métier d'agent de voyage, le métier, j'ai vu qu'il y avait cette question-là, est-ce que les agences de voyage vont perdurer selon vous? Les agences de voyage traditionnelles, oui, les agences de voyage traditionnelles. Ça fait plus de 20 ans qu'on dit qu'elles vont s'écrouler. Pour le coup, il y en a qui s'écroulent, effectivement, c'est celles qui ont du mal à muter, mais il y en a aussi qui marchent aujourd'hui très bien. On parle beaucoup de nouveaux concepts de web to store notamment, donc de cette complémentarité entre l'internet et le magasin. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça la clé. Donc la clé, c'est de faire muter ces métiers traditionnels et de les adapter aux nouveaux outils aussi de communication et d'arriver à trouver cette complémentarité entre le magasin et l'internet. Dans les questions qui ont été posées avant là, il y a une question qui, quelque part, vous concerne directement. On vous demande s'il est utile finalement de poursuivre à Bac+5 pour travailler dans le domaine du tourisme. Est-ce que finalement un BTS Tourisme ne suffit pas? Tout dépend de ce qu'on veut faire, mais aujourd'hui sur tous les métiers, je vais dire un peu stratégiques dans le tourisme, en fait on dit que c'est une industrie qui est en train de se complexifier, justement avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme les comparateurs, avec les sites d'avis aussi qui quelque part rentrent en jeu, les réseaux sociaux, avec les moteurs de recherche ou les moteurs de réservation qu'on met de plus en plus sur les sites Internet, tout ça se complexifie. Donc les compétences qu'on demande à des nouveaux profils dans le tourisme, elles sont de plus en plus importantes, que ce soit sur un métier traditionnel ou sur un nouveau métier. Donc quelque part aujourd'hui le BTS tourisme atteint un peu ses limites si on a envie d'avoir des métiers un peu stratégiques. Mais dans ce cas, faut-il aller jusqu'à Bac+5? Est-ce que la voie par exemple d'un bachelor, comme vous le proposez à Bac+3, est-ce que ça n'est pas suffisant? Non, je pense que ça peut suffire, tout dépend après du projet de l'étudiant. Je vais dire que globalement après un bachelor on peut trouver des métiers, il y a des belles insertions, nous on le constate, il y a très belles insertions professionnelles dans le tourisme après un Bac+3, chez tous les acteurs. Il n'y a pas d'acteurs qui recrutent plus à Bac+5 qu'à Bac+3. Je dirais que dans l'ensemble des acteurs, on peut trouver des métiers après un Bac+3. Après, si le projet, c'est d'accompagner la stratégie de l'entreprise et de participer à son développement et de participer au développement de nouvelles idées, alors dans ce cas-là, je dirais que effectivement, c'est intéressant quand même de pousser un peu plus ses études jusqu'au Bac+5. Bon. Alors, si on commence à parler de ces fameux 10 métiers qui recrutent, il y a des métiers qui finalement sont connus, sont assez bien identifiés, puis il y a des métiers presque avec des noms barbares, anglo-saxons, qui sont peu connus. C'est ce qui est très difficile dans le tourisme aujourd'hui. Si on prend peut-être le premier métier, qui est un métier qui est connu, qui est le métier de chef de produit, classique, parce que ça existe finalement dans bien d'autres domaines que le tourisme, ça, chef de produit, c'est un métier d'avenir. En fait, il existe dans bien d'autres domaines et dans le tourisme, il a aussi
plusieurs facettes. Mais si je prends le métier de chef de produit comme on l'entend, qui est celui qui crée les produits touristiques, aujourd'hui, c'est un métier qui est en fait toujours porteur, sauf qu'il n'est plus forcément porteur que chez le tour opérateur. Il est de moins en moins porteur chez le tour opérateur parce que certains tour opérateurs sont en difficulté aujourd'hui, mais il est porteur chez des nouveaux acteurs de l'Internet notamment, donc chez des acteurs comme des tours opérateurs en ligne, on va dire des gens qui créent des packages en ligne, des gens qui créent du sur-mesure, des packages sur-mesure aussi sur Internet. Il est porteur dans les agences de voyage, il revient dans les agences de voyage qui historiquement en fait créent des packages qui après se sont mis simplement à distribuer des produits touristiques et qui maintenant reviennent à faire de la production. Donc on retrouve le chef de produit dans les agences de voyage et on retrouve aussi le chef de produit dans les agences qui sont dans les destinations. C'est-à-dire je travaille au Pérou, je travaille au Japon, je travaille en Asie, je travaille pour une agence réceptive ou ce qu'on appelle une DMC. Et en fait, je crée des produits et ensuite je les revends à des tours opérateurs ou à des agences ou directement aux clients sur le marché français, le marché anglophone, le marché espagnol ou autre. C'est un poste auquel on peut prétendre avec quel niveau d'études? C'est un poste auquel on peut prétendre au niveau assistanat, donc sur un assistant chef de produit à partir d'un bac plus 3 et si on veut vraiment avoir le poste de chef de produit, plutôt avec un bac plus 5. Parce qu'aujourd'hui, c'est un poste auquel c'est un profil à qui on va demander d'intégrer des compétences de négociation. C'est quelqu'un qui doit extrêmement bien négocier avec les hôteliers, les transporteurs et les responsables d'excursion, par exemple. Et ça doit être aussi un très bon analyste. Il doit réussir à analyser son activité, est-ce que le produit est vendu, il doit réadapter sa négociation régulièrement, alors qu'avant, globalement, on avait un chef de produit qui sortait des produits 2 fois par an. Aujourd'hui, il sort des nouveaux produits quasiment tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse concurrence notamment sur Internet qui l'oblige à faire évoluer sa production très rapidement. Donc c'est quelqu'un qui doit mieux gérer la pression, qui doit mieux gérer un portefeuille de partenaires avec lesquels il travaille et qui doit être doté de capacités d'analyse aussi assez importantes. Perrine, qui manifestement souhaiterait être chef de produit à l'issue d'un... Qui est à Bordeaux, hein, exactement, qui est en M2, vous dit, mais finalement, est-ce qu'on est obligé de venir à Paris? Est-ce que tous les emplois de chef de produit ne sont pas plutôt géolocalisés en Ile-de-France? Mais si on prend les tours opérateurs, effectivement, la plupart des sièges des tours opérateurs sont situés à Paris, en France. Mais aujourd'hui, déjà des tours opérateurs, on en a dans l'ensemble de l'Europe. On en a moins sur le continent américain, mais on en a en Europe. Et après, on a les agences de voyage que disais reviennent à la production. Donc on a des agences de voyage qui sont situées partout sur le territoire, qui vont chercher des gens qui sont capables de créer des produits. On a les agences événementielles aussi qui, quelque part, créent des produits touristiques aussi. Donc tout dépend de ce qu'on recherche. Mais aujourd'hui, c'est un métier qui peut se faire un peu partout, pour autant qu'effectivement, on identifie bien la bonne structure. Et après, il y a aussi un côté entrepreneuriat qui peut être mis en place, c'est-à-dire on peut développer sa propre structure, sa propre agence de production, si on décide d'avoir une ligne peut-être de production assez spécialisée. Voilà, si on ne veut pas être un grand généraliste et faire de la masse, aujourd'hui, le sur-mesure peut se faire dans des petites structures un peu partout. Ça rassurera peut-être Perrine. Deuxième métier qui recrute, là aussi, on va dire classique, parce qu'il existe dans d'autres domaines, l'acheteur. L'acheteur, alors on en a beaucoup parlé dans d'autres domaines et beaucoup moins dans le tourisme, mais l'acheteur aujourd'hui, il vient en complément du chef de produit. Enfin, c'est vraiment celui qui travaille avec le chef de produit. Donc parfois, on n'a pas d'acheteur aujourd'hui chez les tours opérateurs et c'est le chef de produit qui a cette casquette d'acheteur. Mais on voit de plus en plus, et notamment dans les agences en ligne, le métier d'acheteur qui se développe, c'est celui qui va vraiment négocier avec juste des hébergeurs, avec des transporteurs, avec des restaurants, avec des acteurs qui proposent des excursions ou des tours, par exemple autour de l'œnologie ou autre, et qui va constituer une collection de produits qui vont pouvoir être distribués dans une agence de voyage, sur un site internet ou autre. Donc aujourd'hui, ce métier d'acheteur, il est extrêmement important dans le voyage loisir et il est fondamental dans le voyage d'affaires aussi. C'est-à-dire que là, je sors du tourisme pratiquement, je parle de voyage mais plus de tourisme. Je vais travailler chez Nestlé, chez Carrefour, chez Veolia. Ces entreprises-là, elles ont des collaborateurs qui se déplacent
pour aller voir un client, pour aller voir un fournisseur, pour aller négocier un contrat dans un pays étranger. Donc 1 + 1 + 1 + 1 collaborateurs qui se déplacent, ça coûte de l'argent à ces entreprises et elles ont besoin aujourd'hui d'experts du voyage qui sont capables en fait de négocier les meilleurs tarifs avec les compagnies aériennes, avec les transporteurs ferroviaires, les loueurs de voitures et les hébergeurs pour optimiser les déplacements professionnels des entreprises. Donc là aussi, on a des acheteurs voyage dans des grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec le tourisme. Alors, question, niveau d'études pour être acheteur? Pour être acheteur, niveau d'études, Bac+5. Bac+5. Mais peut-on, dans la définition que vous venez de faire, avoir fait un Bac+5, on va dire, dans une école de commerce classique, peut-être avec une spécialisation, ou alors il faut quand même envisager d'être dans une école spécialisée? On peut, rien n'est incompatible, donc on peut, et effectivement, nous, on a beaucoup de nos diplômés qui se retrouvent en concurrence avec effectivement des étudiants qui sortent d'école achat. La seule chose, c'est qu'ils font souvent extrêmement bien la différence par rapport à des gens qui sortent d'école de cursus plus généralistes, parce que la prestation voyage en fait est très spécifique. C'est-à-dire que on va pas acheter un voyage ou on va pas négocier avec Accor ou avec Air France ou avec la SNCF comme on va négocier avec un provider de système informatique par exemple. On va pas acheter des ordinateurs comme on achète des nuits hôtelières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stock. Et parce qu'il y a des techniques qui sont mises en place par les compagnies aériennes et par les hébergeurs, qui sont notamment tout ce qui est yield management, on en parlera après, qui sont très complexes. Et du coup, l'expertise voyage, elle est importante dans ce poste achat. Donc, voilà. Bac+5. Troisième métier, et vous venez d'en parler, le Yield Manager. Alors le Yield Manager, il intervient juste après l'acheteur et après le chef de produit. Une fois que le produit est constitué, qu'on sait ce qui va faire notre package touristique, on va devoir lui mettre un prix. Et lui mettre un prix, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a une concurrence qui est énorme avec notamment, encore une fois, tous les nouveaux acteurs qui sont sur Internet. Et en fait, le prix va changer extrêmement régulièrement, beaucoup plus fréquemment qu'avant. Et on va aujourd'hui avoir besoin de profils qui sont très compétents là-dedans, qui sont capables d'analyser la concurrence et qui sont capables de choisir, de mettre le bon prix au bon client, au bon moment et sur le bon canal de réservation. Donc les spécialistes de ça, c'est la SNCF par exemple, puisque à chaque fois qu'on prend un train, que vous montez dans un train, vous et moi on monte dans un train, si on regarde le billet de notre voisin, il n'a jamais payé le même prix que nous. Donc c'est vrai que les prix changent tout le temps. C'est vrai, ça a commencé, c'est quelque chose qui a commencé dans les transports, qui est vrai aujourd'hui aussi dans l'hôtellerie et dans l'hébergement d'une manière générale. Et c'est vrai aussi chez des tours opérateurs. Et c'est vrai dans les agences de voyage sur Internet, chez tous les acteurs du online. Donc aujourd'hui, ça c'est un métier qui est extrêmement recherché. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les prix ils sont pas décidés comme ça à la tête du client. Ils sont décidés parce qu'il y a d'énormes méthodes de calcul derrière. Il y a une montée en charge des réservations qui est prise en considération. Il y a une période, il y a le profil du client qui est étudié et qui est pris en considération aussi. Donc ça, c'est des techniques qui s'apprennent et aujourd'hui, ça, c'est des profils qui sont extrêmement recherchés. Niveau d'études? Niveau d'études, c'est pareil, je dirais plutôt Bac+5, même si c'est comme pour l'achat, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on peut rentrer sur assistant achat au niveau Bac+3, ou alors là sur le yield management, on va rentrer sur de l'analyse pricing, où on va faire vraiment de l'analyse tarifaire, et puis plus on va monter, à Bac+3 par exemple, et puis plus on va monter, plus on va prendre la stratégie dans sa globalité, et on va monter vers les métiers du yield management et du revenu management. Donc Bac+3 ou Bac+5 en fonction du niveau de métier. Question de Marie-Laure qui vous demande, et on n'a pas précisé que Escape était à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Oui, était à Aix-en-Provence. Marie-Laure vous demande, existe-t-il plusieurs écoles du même type que la vôtre? On peut supposer que oui. Chez vous, le master est-il en alternance et y a-t-il des stages? Alors, il existe d'autres écoles qui font effectivement des formations supérieures dans le tourisme. On n'a pas toutes les mêmes programmes, donc moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, plutôt que de dire qu'évidemment, nous, on est meilleurs que les autres, c'est un peu facile. J'aurais tendance à conseiller plutôt aux étudiants de bien se renseigner sur les programmes, d'extrêmement bien se renseigner sur les insertions professionnelles, puisque je pense que nous, on arrive en bout de cursus. On arrive à Bac+3 et à Bac+5, ça veut dire qu'on est en bout de cursus scolaire. Et je pense que ce qui doit importer le plus, ça doit être l'insertion professionnelle. Donc il faut se renseigner sur effectivement où sont les anciens, quels sont les types de métiers qu'ils font et quel est le taux d'insertion professionnelle.
Après, en ce qui concerne l'alternance, nous, on n'en fait pas parce qu'on part du principe que quand on est sur... C'est un parti pris, mais on estime que sur ce genre de métier, bac plus 3, 4, 5, c'est très difficile de gérer de l'alternance. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui a des responsabilités, c'est difficile d'accepter qu'il soit là qu'une semaine sur deux ou que tous les 15 jours, par exemple. Et en fait, on se rend compte qu'avec les entreprises, on a du mal à travailler sur des postes à responsabilité en alternance. Donc les entreprises, nous, en tout cas dans les entreprises avec lesquelles on est en partenariat, préfèrent que nous, on forme les étudiants, qu'on passe 6-7 mois à les former et à leur donner tout le savoir dont ils vont avoir besoin pour le mettre en pratique derrière dans l'entreprise et qu'ils soient plutôt sur un stage classique. Voilà, vous ne faites pas d'alternance, mais vous proposez des périodes de stage. On est des périodes de stage de 4 à 6 mois. Donc, et c'est quand même, on en revient à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'on a 50% du temps de scolarité de l'étudiant qui est en entreprise, mais quand il est en entreprise, il est à 100% dans l'entreprise. Et quand il est à l'école, il est à 100% à l'école. Et a priori, sans trop de soucis pour trouver les entreprises. Sans aucun souci pour trouver des entreprises, puisque nous, on a plus de demandes de stage ou d'emploi des entreprises que d'étudiants à mettre sur le marché. Peut-être une précision, parce que vous avez dit que dans un des critères de choix, il y avait le taux d'insertion professionnelle. Est-ce que vous avez des chiffres d'insertion professionnelle concernant vos dernières promotions, celles qui ont été diplômées Sur en les juin? dernières promotions, on est sur 90% de taux d'insertion le jour du diplôme. D'accord. Donc autant dire que c'est plutôt des très très beaux taux d'insertion. Je pense qui s'expliquent par le fait qu'on est une école, ça fait 30 ans qu'on est très proche des entreprises et qu'on est sans arrêt sur le terrain, on est sans arrêt à échanger avec les entreprises sur leurs besoins et qu'on adapte sans arrêt nos programmes. On n'est pas dans des référentiels qui restent les mêmes pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. On est vraiment dans des programmes qui sont évolutifs et qui évoluent en fonction du marché et en fonction du besoin des entreprises. Franck vous demande, et ça tombe bien parce que c'était un métier qu'on souhaitait aborder, est-ce que le chef de projet événementiel peut s'exercer dans le tourisme? Oui, alors c'est souvent une question qui revient parce qu'en fait, le chef de projet dans l'événementiel, on a tendance à le raccrocher à de la communication et à dire c'est des écoles de communication qui forment des chefs de projet dans l'événementiel. Pourquoi ils se rattachent au tourisme? Parce que le produit de base qui constitue un événement, il y a quand même du transport et de l'hébergement. Il y a du transport, de l'hébergement et un lieu d'accueil en général. Donc c'est des prestations touristiques qui sont négociées pour créer le produit événementiel. Après, l'événementiel, il peut être multiple. On a de l'événementiel qui est public ou de l'événementiel qui peut être privé. On a de l'événementiel qui peut être loisir et de l'événementiel qui peut être affaires. Donc, je vais illustrer un petit peu. Si on parle d'événementiel plutôt dans le loisir, on a du loisir privé, c'est-à-dire tout ce qui va être mariage, baptême et autres. Et on a de l'événementiel loisir public qui va être plutôt tout ce qui est, dans ces cas-là, organisation de concerts ou de festivals. Et ensuite, on a de l'événementiel qui est de l'événementiel plutôt privé, plutôt d'entreprise, qui va être je travaille pour telle ou telle marque de voiture, telle marque de sac à main et je vais travailler de deux manières différentes. Je vais travailler en général sur des congrès ou de l'événementiel sur de la sortie d'un nouveau produit, la sortie d'une nouvelle voiture, la sortie d'un nouveau sac à main. Donc là, je vais devoir organiser des événements qui vont regrouper de la presse, regrouper des stars, enfin regrouper les meilleurs clients, voilà, pour présenter mon nouveau produit. Ou alors, je vais faire de l'événementiel pour mon entreprise où je vais organiser, par exemple, un séminaire incentive pour mes meilleurs commerciaux, pour tous mes responsables de service et je vais les emmener dans telle ou telle destination. Mais dans tous ces événements que je vais créer, qu'ils soient publics, privés ou quoi, on a toujours une prestation touristique dedans. Donc ça, c'est très lié au tourisme, et c'est vrai que c'est deux façons d'arriver à l'événementiel, la communication ou le tourisme. Alors, je précise par rapport à une question qui est posée, que là, il ne s'agit pas de faire une description des métiers tels qu'ils existent. On parle de métiers qui recrutent. Oui. Mais je vous dis qu'ils recrutent justement parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est le métier de chef de chef de projet dans l'événementiel, il devient multiple. Et en fait, aujourd'hui, on a besoin que ce soit quelqu'un qui soit capable de s'adapter justement au profil de la demande, donc qui peut être soit public, soit privé, qui peut être soit dans le loisir, soit dans le voyage d'affaires. Et en fait, on se rend compte que c'est un métier qu'on retrouve plus uniquement dans des agences de voyage événementielles, des agences événementielles, comme c'était le cas avant, mais on retrouve des métiers qui sont liés à l'événementiel dans l'hôtellerie, on retrouve des métiers qui sont liés à l'événementiel au sein chez des institutionnels comme les offices du tourisme, les territoires, les CRT, les CDT, qui sont aussi aujourd'hui pour faire la promotion de leur territoire,
veulent faire venir des événements privés ou publics sur leur destination. Et on le retrouve aussi dans des palais des congrès, dans des palais des festivals. Donc, toutes ces structures aujourd'hui recrutent des chefs des projets dans l'événementiel. Est-ce très différent du poste de responsable communication? C'est différent du poste de responsable communication, même si le responsable de communication parfois peut avoir la casquette de responsable aussi des événements. En fait, soit ça peut être un métier qui est lié, c'est-à-dire celui qui est en charge de la communication et en charge aussi de l'organisation vraiment logistique de l'événement par rapport à la création vraiment du produit. Soit c'est deux métiers qui peuvent être très différents et complémentaires du coup. Niveau de recrutement du responsable communication et du chef de projet événementiel? Alors le chef de projet événementiel et responsable communication, d'une manière générale, on a plus de bac+3 qui rentrent dessus et des bac+5 sur des niveaux un peu plus globaux et plus stratégiques. Question de Jeanne, est-ce que connaître une langue rare est un plus dans... Ça peut être un plus pour le chef de projet dans l'événementiel. Enfin, de toute façon, pour l'ensemble. En règle générale, il n'est pas précisé oui, voilà. le métier. Pour l'ensemble des métiers du tourisme, c'est toujours un plus et ce qui permet en tout cas de personnaliser, je vais dire, un projet professionnel. Donc c'est un plus dans un projet professionnel. Donc par exemple, je maîtrise extrêmement bien l'italien, on va pouvoir peut-être aller faire un métier de chef de produit ou d'acheteur ou de yield manager ou de chef de projet dans l'événementiel ou les autres métiers qu'on va voir qui vont être liés avec le marché italien, le marché de la langue que je maîtrise. Alors, dans les métiers dont on vient de parler, il n'y a pas de recrutement à bac+2. Hein. C'est soit bac+3, encore pas beaucoup de bac+5. Hein, dans ceux que j'ai cités. Dans ceux que nous venons d'évoquer, oui, il n'y a pas de bac+2. Hein. Il y a peu de bac+2. Travel manager. Oui, alors Travel Manager, c'est un métier qu'on connaît très très mal. Le monde du voyage d'affaires, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais d'une manière générale, on le connaît pas beaucoup et on le dissocie du tourisme. Parce que c'est vrai que le tourisme, notre client, c'est celui qui va voyager, qui va consommer le voyage. Donc il y a une part de rêve là-dedans qui est importante. Là, dans le monde du voyage d'affaires, on n'est pas du tout dans le tourisme comme on l'entend, on est vraiment dans le déplacement professionnel. Donc je travaille et dans le cadre de mon travail, j'ai besoin de me déplacer. Pour me déplacer, j'ai besoin d'avoir un interlocuteur. Et le travel manager, c'est l'interlocuteur des collaborateurs des entreprises qui vont se déplacer dans le cadre professionnel. Pour aller, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais signer un contrat avec un client, pour se déplacer sur un salon, pour se déplacer pour aller voir un fournisseur. Voilà, je vais me déplacer, je vais avoir besoin d'un interlocuteur qui va pouvoir me gérer mes déplacements professionnels. Et donc le travel manager est dans l'entreprise? Il peut être dans l'entreprise ou il peut être dans une agence de voyage d'affaires, mais il est souvent dans l'entreprise et effectivement, c'est celui qui va coordonner l'ensemble des déplacements des collaborateurs. Et on peut démarrer junior dans un poste comme celui-là? On peut démarrer junior. Par contre, il y a aujourd'hui beaucoup de paramètres qui sont à maîtriser parce qu'on a aujourd'hui des normes de sécurité dans les entreprises qui sont à respecter. On a aujourd'hui des normes qui sont liées aussi à tout ce qui est développement durable, des règles à respecter qui ont été décidées par le management dans l'entreprise. Et donc, en général, on est sur au moins bac+3, voire bac+5. Alison pose une question, peut-on travailler international que je vais interpréter par rapport à vos formations? Oui. Vous avez des stages internationaux parce que qui dit tourisme dit évidemment voyage. Oui. Une partie de vos stages peuvent se dérouler à l'étranger? Oui, on a des stages et des insertions à l'étranger. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du chef de produit qui peut effectivement exercer dans les destinations directement dans une agence réceptive. Mais on peut retrouver des acheteurs, on va parler après aussi peut-être du responsable partenariat par exemple. On peut avoir dans une destination travailler en Allemagne et s'occuper des partenariats avec la France par exemple. On peut ou travailler en France avec des destinations étrangères et avoir beaucoup de déplacements. Donc ça, c'est pas... Enfin, globalement, il faut être mobile. La mobilité, aujourd'hui, elle est extrêmement importante, et particulièrement dans le tourisme. Alors, parlons du responsable partenariat, justement. Alors, le responsable partenariat, c'est pareil, c'est un métier qui ne fait pas rêver comme ça parce qu'on ne sait pas tellement ce qu'il y a derrière. Mais qui existe finalement aussi partout. Voilà, qui existe aussi partout. Mais c'est pour ça, en fait, on retrouve dans le tourisme, on a une industrie qui est vraiment en train de se structurer et qui intègre des métiers qu'on retrouve dans d'autres industries et qu'on retrouve vraiment, qui s'adaptent aujourd'hui au secteur du tourisme. Et en fait, on est dans un secteur qui est très concurrentiel, dans lequel, en fait,
tout le monde essaye de se différencier, de faire quelque chose de plus que l'autre. Donc on retrouve aujourd'hui, par exemple, le secteur hôtelier qui va, sur son site internet, proposer aussi de la location de voiture ou aussi de pouvoir réserver son billet d'avion ou de pouvoir réserver son restaurant. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous réservez une location de voiture, souvent à la fin de votre réservation, on vous dit est-ce que vous voulez aussi réserver le restaurant Surtout qui pour va des avec. compagnies aériennes, hein. C'est souvent les compagnies aériennes, on vous offre… Ils le font quasiment tous maintenant. Et donc ça, il y a un responsable partenariat qui voilà, gère ça. c'est des gens qui, au sein de la chaîne hôtelière ou au sein de la compagnie aérienne, chez le tour opérateur ou au niveau de l'agence sur Internet, vont développer des partenariats avec d'autres acteurs. Mais là, on est dans du partenariat qui génère du chiffre d'affaires. C'est presque un métier commercial puisque ça va générer du chiffre. C'est lié, c'est très lié à un métier de commercial, le responsable partenariat. Et en fait, c'est justement, on essaye de chercher des partenariats gagnant-gagnant sur lesquels en fait, chacun il trouve son compte, c'est-à-dire la compagnie aérienne, par exemple, si je prends ce cas-là, la compagnie aérienne et la chaîne hôtelière qui ont tous deux intérêt à essayer de croiser les ventes. Donc de monter des partenariats ensemble ou de créer des nouveaux produits ensemble. Donc ça, on imagine que ça se développe. Niveau de recrutement? Niveau de recrutement, je dirais que ça dépend des structures et ça dépend du niveau de responsable partenariat, mais je dirais que c'est bac plus 3, 4, 5. Enfin, 3 et 5. Question de Max, qui suit une licence de sociologie. Oui. J'ai vu sa question, de savoir voilà. si… Est-il possible d'accéder à un bachelor Oui. ou faut-il d'abord repasser par un BTS tourisme? Non, c'est possible d'accéder à un bachelor. Nous, on recrute vraiment des étudiants qui viennent de partout, pas du tout du tourisme en exclusivité. On a des étudiants qui ont fait des licences de géographie, des bac plus 2 en filière généraliste type MUC ou Tech Deco qui ont fait des prépas, des gens qui ont fait STAPS, des gens qui ont fait de la sociologie, des gens qui ont fait du droit. Enfin, vraiment, sur quels critères vous les recrutez? En fait, on prend… Enfin, un critère qui est important, c'est la motivation. Il va y avoir le niveau scolaire d'une manière générale. De toute façon, le niveau scolaire de l'étudiant est important, du candidat. Mais ce qui va nous importer, c'est sa motivation envers le tourisme. Et en fait, on se rend compte que les formations touristiques, notamment le BTS Tourisme, elle donne à des étudiants une vision très étroite du tourisme. Donc, c'est-à-dire qu'on en reste souvent au métier d'agent de voyage et au métier de chef de produit chez un tour opérateur, dans le BTS uniquement. Et du coup, on se rend compte que c'est des étudiants qui n'ont pas forcément plus de facilité que des étudiants qui n'ont pas de cursus antérieur dans le tourisme, parce qu'il faut d'abord qu'ils cassent un peu leurs repères pour se rendre compte qu'en fait le tourisme c'est quelque chose de… Enfin, le tourisme et les voyages c'est quelque chose de beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, qu'on ait quelqu'un qui a un bagage tourisme ou qui n'ait pas de bagage tourisme, c'est notre devoir de l'emmener… de lui donner les bases nécessaires pour arriver à comprendre l'ensemble de l'industrie et des différents mécanismes. Donc on peut répondre à l'autre qui veut intégrer éventuellement votre école ou pour un master par une formation en 3 ans type bachelor que c'est possible. Oui. Alors, on a encore des métiers dont il faut que nous parlions. Métier de business analyst. Alors c'est quoi ça? Le business analyst, c'est pareil, vous allez me dire, on le retrouve ailleurs aujourd'hui. C'est vrai qu'on le retrouve partout et on le retrouve beaucoup dans le tourisme. En fait, le business analyst, c'est celui qui va analyser les données. Alors les données, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de ventes qu'on a pu faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, d'analyser les ventes d'un tour opérateur, les ventes d'une agence de voyage, et puis qu'on a du coup réadapté nos contrats en fonction des résultats qu'on pouvait avoir. Mais on se rend compte aujourd'hui que les données, elles sont beaucoup plus importantes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de données sur le client, on a beaucoup de données sur son profil, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ou à travers, je vais dire, Internet d'une manière générale, on a beaucoup plus d'informations sur lui. Et on a des informations qui sont à la fois des informations chiffrées, mais aussi des informations qui sont non chiffrées. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de photos de sa part, on a beaucoup plus de vidéos aussi, on a beaucoup plus d'éléments qui nous permettent de mieux comprendre le client et qui nous permettent de mieux comprendre en fait ses besoins. Mais pour arriver à le comprendre, il faut traiter toute cette donnée. Ce qui revient à l'explosion de la data et de toutes ces compétences qui sont cherchées autour aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc on parle du big data, de la smart data. Et effectivement, autour de tout ça, on a une somme de métiers qui est en train de se développer et c'est des profils qui sont extrêmement recherchés aussi
dans l'ensemble des acteurs, hein, qu'on soit dans l'hébergement, qu'on soit dans l'événementiel, qu'on soit dans le transport, qu'on soit chez des tours opérateurs ou dans des agences sur Internet. Et en fait, c'est des gens qui vont être alors soit des business analysts, soit des data analysts, soit des big data managers. Donc là, c'est un profil un peu spécifique en termes de formation. C'est des profils très analytiques. Voilà, c'est des profils qui aiment comprendre ce qui se passe, qui aiment avoir un ensemble de données et d'essayer de les faire parler. De les rassembler pour voilà, de les rassembler, de les faire parler pour pouvoir derrière prendre des nouvelles directions, enfin en tout cas donner des nouvelles directions à l'entreprise. Petite question de Lucie, Oui. Est-il difficile d'intégrer votre école en 4e année? Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous pouvez donner des taux de réussite? On ne peut pas y rentrer enfin après un bac plus 3, c'est ça? Après un bac plus 3, oui, Voilà, ce qui correspond à une 4e année, donc en première année d'un cycle en 2 ans. Oui, non, bah non, la formation elle est faite pour, donc on a je vais dire 40% de nos étudiants qui proviennent du bachelor chez nous, donc D'accord, mais pour ceux qui viennent de poursuivent. l'extérieur. Et après on a 60% d'étudiants qui viennent D'ailleurs. et qui ont les mêmes réussites que les Oui, autres. mais je pense que la question n'est pas de la réussite à la Ah. sortie, mais c'est la difficulté d'intégrer l'école, donc vos taux de sélectivité, on pourrait Non, dire. c'est pas plus difficile parce que c'est fait. Enfin, encore une fois, on a construit la formation pour ça. Donc, on n'a pas construit la formation pour privilégier des gens qui ont déjà fait une formation chez nous. D'accord. Donc, le process de recrutement, il est adapté à tout type Il est de assez ouvert. profil et il est assez ouvert. Ouais. Alors, autre métier qui recrute beaucoup, mais qui là aussi recrute beaucoup partout, le responsable web marketing. Mais ça, toutes les entreprises en recrutent. Oui, le responsable web marketing, toutes les entreprises en recrutent et derrière ce métier-là, d'ailleurs, il y en a plein. C'est-à-dire que soit on va avoir dans des structures de tourisme, on va avoir un responsable web marketing qui va avoir plusieurs casquettes, soit on va avoir dans un service web marketing plusieurs métiers, à savoir le responsable du référencement naturel, le responsable du référencement payant, c'est celui qui va s'occuper de faire ressortir notre entreprise ou nos produits sur les moteurs de recherche comme Google par exemple. On va avoir le responsable merchandising qui va s'occuper de la mise en avant des produits sur le site, le responsable affiliation qui va s'occuper là lui des partenariats mais sur Internet. On va avoir le responsable affiliation publicitaire qui va s'occuper de toutes les bannières publicitaires qu'on va retrouver sur des sites, le responsable CRM qui va s'occuper de tous les mailings par exemple personnalisés, ou encore le community manager qui va s'occuper des réseaux sociaux. Et en fait, pourquoi on le retrouve? En fait, pourquoi il a son importance dans le tourisme? Parce que le produit touristique est un des produits qui est le plus réservé sur Internet. Et en fait, là encore une fois, c'est cette culture tourisme ou cette expertise du secteur touristique qui est extrêmement importante. Donc nous, on va former à des techniques qui effectivement se retrouvent ailleurs. Là, après, le référencement naturel, le référencement client, il y a des techniques de base qu'on retrouve, qu'on soit dans les machines à laver ou qu'on soit dans le tourisme. Par contre, c'est cette expertise sur les produits touristiques, sur les besoins du client et les façons de consommer du client dans le tourisme qui vont faire qu'un profil va être plus vite inséré quand il va sortir de notre école que d'une école de web classique. Alors, puisque vous parlez d'insertion, Isis vous demande, est-ce que vos jeunes diplômés accèdent tout de suite à des postes de management? Au niveau du bac plus 5, oui. Encore une fois, du management, je me permets de relativiser ce qu'est le management, en tout cas d'élargir ce qu'est le management, parce que souvent on pense management égale management d'équipe. Sauf qu'en réalité, le management à la base n'est pas nécessairement du management d'équipe, mais un management d'activité. C'est-à-dire, je suis responsable de mon activité, je suis responsable de la stratégie que je mets en place. Donc, si la question est de dire est-ce qu'ils dirigent tout de suite des équipes de 10 ou 15 personnes, évidemment, c'est non. Par contre, s'ils sont responsables de leur activité et des missions qu'on leur donne, et s'ils ont un pouvoir de décision dessus, ou en tout cas de recommandation dessus, alors oui, la réponse est oui. Il y avait une question du câble qui demande combien coûte votre école, mais comme je suppose que ça dépend des formations, de la durée, il peut aller sur le site. Voilà, il peut aller sur le site, mais en gros, en fonction des années, c'est entre 4 500 € et 6 000 € l'année. Dernier métier qui fait partie de ce bloc de 10 métiers qui recruteront demain, l'account manager technique. Alors, l'account manager technique, là aussi, derrière ce métier-là, il y en a plein. Il y a aussi, j'ai hésité entre parler de l'account manager technique ou le chef de produit technique, parce qu'on entend aussi beaucoup ça, chef de produit ou chef de projet, mais je me suis dit que ça allait embrouiller par rapport à chef de projet touristique. Mais l'account manager technique, c'est que il est fondamental aujourd'hui dans notre industrie. C'est un des profils qui est le plus recherché. Il est en fait lié à la technologie, donc on peut s'en douter par rapport à l'intitulé. Aujourd'hui, la technologie, elle est partout autour de nous. Et pour permettre à un internaute comme vous, comme moi, d'aller sur un site et de pouvoir réserver une prestation touristique, il y a énormément d'acteurs et énormément d'outils technologiques
qui tourne derrière. Donc, c'est-à-dire, il y a un moteur de recherche, il y a un moteur il y a un acteur, un outil, je vais dire ça comme ça, qui va se connecter au stock de la compagnie aérienne pour pouvoir réserver le siège d'avion. Il y a un outil qui va se connecter à la chaîne hôtelière pour pouvoir réserver la nuitée hôtelière. Bref, il y a énormément d'outils qui sont développés aujourd'hui dans le tourisme et qui sont méconnus, mais qu'on demande à des gens qui ont envie de travailler dans le tourisme de maîtriser. Et l'account manager technique, c'est celui qui va gérer soit un compte client, soit qui va gérer l'évolution de tel ou tel outil sur Internet ou de telle ou telle solution technologique. Donc, ce n'est pas des développeurs informaticiens, loin de là, parce que nous, on ne forme absolument pas à ce qu'on appellerait des geeks, enfin des gens qui sont derrière leur ordinateur en train de tapoter toute la journée, mais on forme des gens à comprendre les mécanismes et comment fonctionnent tous ces outils derrière pour être capable d'en parler, pour être capable de les vendre et pour être capable de suivre des comptes et de les aider et de les former sur ces nouveaux outils. C'est là qu'on attend la nouvelle génération, c'est qu'on attend la nouvelle génération, on attend d'elle qu'elle soit capable d'accompagner en fait les acteurs, je vais dire traditionnels, pour aller sur ces nouveaux outils. Donc elle, il faut qu'elle les maîtrise et il faut qu'elle soit capable de les former et de les accompagner. Donc ça, c'est très important. Niveau d'études pour ce poste ? Niveau d'études, on a les deux parce qu'on peut rentrer sur des fonctions plutôt de support au niveau du bac+3 et on va rentrer sur des fonctions plutôt de formation, d'implémentation, enfin donc de mise en place de la solution et de paramétrage de ces solutions et de suivi de compte sur du bac+5. Alors, deux questions qui nous ramènent à la formation. Pascal vous dit, bonjour, peut-on faire tous ces métiers en ayant fait la même formation ? Oui, je sais que ça peut, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, nous, ce qu'on a, c'est justement, ce qu'on a comme tronc commun, c'est l'expertise dans le tourisme. Donc, on forme vraiment à qui sont les acteurs dans le tourisme et comment fonctionnent-ils, quelles sont leurs spécificités, comment ils ont évolué. Et après, en fonction de la maîtrise de ce secteur-là, on forme à l'ensemble de ces compétences qui sont plutôt des compétences effectivement de négociation, d'achat, vente, des compétences qui sont plutôt basées sur de l'analyse qui vont être tout ce qui est business analyst, tout ce qui est yield management, revenu management dont je vous ai parlé, des compétences qui sont plutôt liées à la technologie avec notamment notre account manager technique ou chef de produit technique, des compétences qui sont plutôt liées à tout ce qui est marketing, web marketing, qui vont être adaptées chez tous les acteurs. On va se rendre compte des différences et des points communs qu'il y a dans l'ensemble des acteurs du tourisme. Et enfin, à des compétences qui sont liées à tout ce qui est organisation d'événements, logistique autour de l'événementiel, qu'il soit dans le voyage loisir ou dans le voyage d'affaires. Deux petites questions rapides de Jim, mais la réponse, vous l'avez donnée tout à l'heure. Peut-on intégrer votre école avec un bac+1 ? A priori non, puisqu'il faut un bac+2 validé. Question d'Alison, y a-t-il des interventions de professionnels du tourisme dans votre école ? On suppose que oui, quand même. On suppose que oui, on suppose bien. Il y a énormément. Bon, déjà, l'ensemble de l'équipe qui donne les enseignements au niveau vraiment stratégique touristique est une équipe de personnes qui ont tous évolué dans le tourisme avant, dans l'industrie avant. Et on a des interventions très fréquentes de professionnels du tourisme. Là, on a organisé ces derniers jours les soutenances de nos étudiants et des rencontres entre entreprises et nos étudiants. Sur les 3 dernières semaines, on a eu 145 professionnels qui sont venus intervenir et qui sont venus dans nos locaux pour échanger, juger, partager avec nos étudiants en fonction de différentes thématiques. Alors, on a parlé de 10 métiers passionnants qui recrutent, mais à travers tout ce que vous m'avez dit, pas un de ces métiers finalement ne recrute à bac+2. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement à des terminales qui ont envie de travailler dans le tourisme, qui ont envie de faire un de ces métiers quelle voie doivent-ils choisir finalement ? Est-ce qu'ils doivent s'embarquer dans un BTS tourisme et puis ensuite intégrer une grande école de commerce ou intégrer une école de commerce un peu comme la vôtre, vraiment très spécialisée dans le tourisme ? En fait, c'est quoi la bonne voie pour aujourd'hui un terminal qui veut travailler dans le tourisme ? Et pourquoi vous n'avez pas créé de formation à partir de bac ? Alors ça, c'est une vraie question. C'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Hein. On n'est pas encore fixé là-dessus. Aujourd'hui, on a décidé qu'on n'était pas sur du post-bac, mais je ne dis pas que demain, on n'ira pas, parce qu'on se rend compte effectivement que la formation BTS Tourisme, en tout cas, elle a aujourd'hui pas mal de lacunes. Donc c'est vrai que c'est trop théorique. Elle est un peu étroite encore. Il y a eu des évolutions, mais ça donne encore une vision un peu étroite sur le monde du tourisme. Donc ce que j'aurais
à conseiller à un étudiant qui veut travailler dans le tourisme, et qui est en terminale. Hein. En fait, s'il sait déjà qu'il veut travailler dans le tourisme, alors j'aurais tendance à dire que le BTS n'est pas une mauvaise formation. La seule chose, c'est qu'il faut le voir comme un passage qui n'est pas une finalité. Voilà, exactement. C'est une étape. Celui qui ne sait pas encore s'il veut travailler dans le tourisme, j'aurais tendance à dire qu'il peut passer par une filière du coup plus généraliste au départ, peut-être, qui va n'importe quoi. Une licence en droit. Une licence en droit, une licence en langue, un DUT Tech de Co, GEA, un BTS MUC ou autre, pour déjà voir si son attrait pour le tourisme se confirme pendant ces 2 premières années d'études. Et si ça se confirme, là, après, dans ces cas-là, bifurquer sur une formation spécialisée tourisme. Par contre, celui qui veut vraiment travailler dans le tourisme, de toute façon, à la fin, enfin je veux dire en tout cas qui se rend compte qu'il veut avoir un métier à responsabilité dans le tourisme, entre faire une école généraliste et faire notre école qui est spécialisée dans le tourisme. Je sais que c'était une des questions qui était posée en disant pourquoi je ne ferais pas une école généraliste avec juste un peu une petite spécialisation tourisme. Je veux dire que nous, en tout cas, ce qui fait qu'on a 90% de taux d'insertion, c'est que nos étudiants, ils baignent dans le tourisme pendant toute leur scolarité. Et en fait, on a vu des évolutions au niveau de la formation, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait à peu près un cursus universitaire, je veux dire, qui était le cursus principal, à qui on a reproché de ne pas être suffisamment appliqué et terrain. Donc on a eu l'émergence des écoles de commerce qui, elles, proposaient des stages et on a dit, en tout cas les recruteurs ont beaucoup dit, c'est très bien parce que ça répond à notre besoin, c'est-à-dire qu'on veut des gens qui ont la tête bien faite. Et aujourd'hui, on se rend compte que les recruteurs, ce que les recruteurs nous disent, c'est que ça leur suffit plus, quelqu'un qui a la tête bien faite et qui est formé à tout et à rien. C'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin de gens qui ont la tête bien faite, mais qui sont aussi experts dans un domaine et qui sont directement opérationnels. Donc nous, on a choisi de rester uniquement dans le tourisme pour former des super experts là-dedans. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui des taux d'insertion qui sont bien supérieurs à d'autres écoles. Alors, dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on est sur un cycle de recrutement qui va durer longtemps ? Est-ce que vraiment les perspectives dans le domaine du tourisme sont porteuses à long terme ? Ah oui, je pense que c'est très porteur. Aujourd'hui, on est effectivement dans un contexte économique qui est compliqué, mais quand on regarde plusieurs analyses, on se rend compte que le tourisme fait partie des secteurs qui devraient pouvoir permettre de sortir de ce contexte économique un peu difficile. Et ça fait partie, en tout cas, des secteurs qui sont aujourd'hui les plus porteurs et en tout cas les plus dynamiques. Donc que ce soit dans du réceptif ou que ce soit dans de l'outgoing, donc quand on envoie des clients à l'étranger, je veux dire, on n'arrêtera pas, d'après moi, on n'arrêtera pas de voyager. Donc après, les acteurs sont en train de muter et les métiers changent, se complexifient, se rapprochent les uns des autres, etc., etc. Mais je pense que c'est une industrie qui est extrêmement porteuse. Marion Taz, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres lives.